Salut tout le monde, sur cette vidéo ça va être le module endo-méta comme vous l'aurez deviné. J'ai ciblé du coup les vidéos sur vraiment endo et méta puisque nutri, voilà, je pense que c'est à étudier plus en par cœur que de la compréhension. Voilà, je vais faire de la biophie un peu comme d'hab, mais je pense que c'est quand même le plus important. Pour commencer du coup j'ai refait le fameux schéma de la production d'hormones stéroïdiennes. Donc peut-être qu'il y en a pas mal qui le connaissent déjà, mais justement si c'est le cas, ça peut vous aider à revoir et être sûr que vous avez bien tout compris. Donc on part du cholestérol qui va produire la prégnénolone, ensuite on part sur la progestérone, moi je le retiens pré, et c'est avant dans l'alphabet par rapport à pro. Ensuite on va passer à la 11-désoxycorticostérone, corticostérone, 18-hydroxycorticostérone et enfin aldostérone. On va faire les enzymes ensuite. Donc l'aldostérone c'est un minéralocorticoïde, toujours bien se rappeler. Donc l'enzyme qui permet de passer du cholestérol à la prégnénolone, c'est la 20-22 desmolase. Ensuite celle qui permet de passer de la progestérone à la 11-désoxycorticostérone, c'est la 21-bêta-hydroxylase. Ensuite 11-bêta-hydroxylase, ensuite 18-hydroxylase et 18-méthyloxydase pour finir. Je vais vous dire à la fin en gros comment j'ai fait mon schéma pour essayer de le retenir au mieux. Donc vous savez, quand on passe de la première colonne à la deuxième, ça fait 17 hydroxyprégnénolone et 17 hydroxyprogestérone. Cette réaction-là, les flèches qui descendent vers le bas, en fait, elles sont toutes faites par la même enzyme, la 3-bêta-déshydrogénase. Ensuite, du coup, on descend et on va faire du 11-désoxycortisone. Il n'y a pas de désoxycortisone, je me suis trompé, mais je le corrigeai après. Et on passe au cortisol, qui est un glucocorticoïde. Je vais faire tous les éléments produits et après, je rajouterai les enzymes. Donc, on revient à la 17-hydroxyprégnénolone pour donner de la DHEA, du dihydroépiandrostérone. Ensuite, on continue à droite pour donner le dihydroxyandrostène. Et on revient en dessous avec la 17-hydroxyprogestérone qui va donner l'androsténédione, qui lui va donner la testostérone. La testostérone et l'androsténédione vont donner les œstrogènes, donc avec la variante œstrone, œstradiol pour ceux qui veulent. Ça c'est fait par l'aromatase, et l'androsténédione va donner la 11-hydroxyandrosténédione, mais ça c'est plus du détail parce qu'on ne s'en sert pas trop. Comme je vous avais dit, du coup c'est la même enzyme qui fait toutes les réactions qui descendent, on va dire. Donc c'est la 3-bêta-déshydrogénase. Les enzymes qui vont permettre le passage d'une colonne à une autre, donc c'est en premier la 17-alpha-hydroxylase, puis la 17-20-desmolase, puis la 17-réductase. Donc il y a 17 dans les trois, et il suffit après de se rappeler hydroxylase, desmolase, réductase, où ça se trouve. Hydroxylase c'est souvent entre les deux premières colonnes. Desmolase, voilà, c'est comme ce qu'il y avait au niveau du cholestérol, et réductase c'est à la fin, donc on peut dire que c'est réduit, c'est comme vous voulez pour le rappeler. Ensuite, donc pour ce qui est des enzymes entre la première et la deuxième colonne, donc c'est la 21-bêta-hydroxylase qui fait la transformation de la 17-hydroxyprogestérone en 11-désoxycorticostérone et aussi la transformation de 17-hydroxyprogestérone en 11-désoxycortisone. Ensuite, on a la 11-bêta-hydroxylase qui va faire la réaction du dessous plus la réaction de la transformation de l'androsténédione en 11-hydroxyandrosténédione. Et ensuite, les deux dernières enzymes qui sont un peu moins importantes qu'on avait déjà notées. Ce que j'entoure en jaune-orange avec les traits épais plus l'aldostérone, c'est les minéralocorticoïdes. En vert, les glucocorticoïdes. Et en rouge, les androgènes. Et j'ai souligné en bleu juste les œstrogènes. Mais donc, du coup, c'est des molécules. Si on a par exemple un blocage de la 11-bêta-hydroxylase, on aura quand même un effet gluco- et minéralocorticoïde puisque les 11-désoxycorticostérone et cortisone ont un effet gluco- et minéralocorticoïde. Et ensuite j'ai rappelé du coup la composition en nombre de carbone des différents composants. Le cholestérol c'est 27 carbones, ensuite on descend à 21 pour ce qui est minéralo- et glucocorticoïde, puis à 19 pour les androgènes et enfin à 18 pour les œstrogènes. Ok, maintenant je vous ai refait un petit diapo pour rappeler les différentes hormones qui sont impliquées dans la régulation hydroélectrolytique. Donc pour commencer, on a l'ANP, l'angiotensine 2, l'aldostérone et l'ADH. Ça, c'est les 4A, donc c'est plus ou moins facile à retrouver. Faut savoir que l'année dernière, elle est tombée cette question, donc il y a peu de chances qu'elle tombe cette année. Donc il faut savoir que l'année dernière, il demandait le nombre d'acides aminés, donc c'est pour ça que je l'ai mis, et de carbone pour l'aldostérone. Donc on a 28 acides aminés pour l'ANP, 8 pour l'angiotensine 2, 21 carbone du coup pour l'aldostérone comme on a vu juste avant,
et 9 acides aminés pour l'ADH. Donc l'ANP, il est produit au niveau des oreillettes. Il va se fixer au niveau de récepteurs membranaires guanylacyclase. Je spécifie membranaire puisque le NO il va se fixer sur un récepteur guanylacyclase, mais cette fois-ci il est intracytoplasmique. Donc il y a guanylacyclase et il y a deux composantes, membranaires ou cytoplasmiques. Donc ce récepteur il est présent au niveau du rein et des muscles lisses. Au niveau du rein, ça va inhiber la NAK-ATPase et ça va inhiber aussi la production d'ADH et d'aldostérone. Et au niveau des muscles lisses, ça va faire une vasodilatation. Donc tout ça, ça va entraîner une augmentation de la diurèse et inévitablement une diminution de la pression artérielle par diminution de la volémie. Pour ce qui est de l'angiotensine 2 maintenant, donc vous savez que c'est par le système RAA qu'elle est produite. Pour info, très détail, mais l'angiotensine 1, elle a 10 acides aminés, donc l'enzyme de conversion, elle enlève 2 acides aminés. Voilà. Donc les récepteurs sont de type G-alpha-Q, donc pour rappel, c'est avec la phospholipase C qui va augmenter l'inositol triphosphate et produire aussi du diacylglycérol, qui eux deux vont augmenter la quantité de calcium intracytoplasmique. Et souvent c'est pour contracter les muscles lisses, donc ici vasoconstriction, puisque le récepteur AT1 il est présent au niveau des vaisseaux et du myocarde, et l'AT2 il existe mais il est un peu moins connu. Donc ça va stimuler la vasoconstriction, la production d'aldostérone et aussi les cellules myocardiques. Tout ça, ça va entraîner du coup une augmentation de l'anatrémie et du volume par l'effet de l'aldostérone, une augmentation de la pression artérielle par l'effet de l'aldostérone, mais aussi par la vasoconstriction, et une hypertrophie des cellules myocardiques. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, le remodelage pathologique après un infarctus, ça va être lié souvent à l'activité de l'angiotensine 2, et elle peut être aussi une composante du phénomène d'athérosclérose, et la diminution de potassium dans le sang, c'est dû aussi à l'activité de l'aldostérone. En parlant d'elle, on y arrive. Donc on sait qu'elle est produite au niveau de la cortico-surrénale. Ces récepteurs, comme c'est une hormone stéroïdienne, ils vont être intracytoplasmiques. Pour rappel, ça délie l'HSP90 pour se fixer et former un complexe hormone-récepteur qui va aller au niveau nucléaire et modifier la transcription de gènes. Donc ici, ces récepteurs ils vont être présents au niveau du rein et surtout au niveau du tube contourné distal. Ça va entraîner une stimulation de l'expression des canaux NAC du transporteur NAK-ATPase et inévitablement des canaux RONC ou ROMK, puisque on sait que plus on va avoir du Na qui va rentrer et proportionnellement on va avoir du potassium qui doit sortir. Donc c'est pour ça que l'expression est induite, on va dire, de ROMK. Ça va augmenter l'anatrémie et du coup, je l'ai pas mis, mais la volémie, la pression artérielle comme on avait vu avec l'angiotensine 2, et ça va diminuer la présence de potassium dans le sang. Enfin, avec l'ADH qui est produite par l'hypothalamus et qui va être sécrétée par la neurohypophyse ou hypophyse postérieure, ces récepteurs ils sont de type couplés à des protéines G alpha Q pour V1, donc ce que j'avais dit tantôt avec la phospholipase C, et alpha S pour V2. Donc alpha S, c'est une augmentation de la MP cyclique intracytoplasmique qui va avoir plusieurs effets. Ces récepteurs, ils sont présents pour V1 au niveau des vaisseaux et pour V2 au niveau du rein et du tube collecteur pour être plus précis. Ça va entraîner une vasoconstriction via les récepteurs V1 et une stimulation de l'expression d'aquaporine 2 au niveau du tube collecteur par les récepteurs V2 et par l'activité du coup de l'AMP cyclique. Donc tout ça va permettre, on va dire, l'augmentation de la volémie et l'augmentation de la pression artérielle. Voilà pour les 4 hormones de la régulation hydroélectrolytique. Donc ici je vous ai juste remis une dia que j'ai un peu corrigée dans le chapitre endo au niveau médiateur. Quand je dis corrigé, c'est juste le code couleur qui était mal fait, on va dire, pour la COX-1 constitutive. Et donc là, on retrouve bien le thromboxane qui a un effet d'agrégation plaquettaire. Et tout ce qui est lié aux prostaglandines, ça va être la production gastro-intestinale et l'homéostasie rénale. Ok, on va passer à du métabolisme maintenant. J'ai commencé simple et hyper important. C'est la production d'insuline. Donc on a une entrée du glucose dans le pancréas via les récepteurs GLUT2.
le glucose il va être transformé en G6P. Le G6P, il faut juste savoir qu'il présente une charge négative et c'est ça qui va permettre que le glucose ne ressorte pas de la cellule, donc il est piégé à l'intérieur. Cette réaction elle se fait via l'intermédiaire de la glucokinase qui est présente au niveau du pancréas et du foie, et si on a un défaut de cette enzyme là, on va avoir ce qu'on appelle un diabète de type maudit qu'on retrouve du coup essentiellement chez les jeunes. Ensuite, le glucose 6-phosphate, il va permettre la production d'ATP et par conséquent, le rapport ATP sur ADP, il va augmenter. Ça va induire un blocage des canaux potassiques, donc le potassium va s'accumuler dans la cellule, ce qui va dépolariser la cellule, faire entrer du calcium, et cette entrée de calcium elle va permettre la fusion des vésicules qui présentent de l'insuline à l'intérieur avec la membrane cytoplasmique, et donc la libération d'insuline finalement. Donc c'est un phénomène d'exocytose. L'insuline va pouvoir aller dans le sang ensuite, et le récepteur à l'insuline, c'est un récepteur de type tyrosine kinase. Donc c'est un dimère, contrairement aux autres facteurs de croissance, à part IGF, du coup c'est le même récepteur on va dire. Ce récepteur-là, une fois qu'il a fixé l'insuline, il va y avoir une transduction du signal via la partie bêta qui est intracytoplasmique, la partie alpha elle est à l'extérieur de la cellule. Et cette transduction du signal, elle va induire une autophosphorylation des résidus tyrosine. Et ça va permettre l'activation de tout un tas de protéines. En premier, je crois que c'est IRS1. Et après, il y a une cascade de réactions comme on voit avec tous les seconds messagers à chaque fois. Et le dernier schéma que j'avais fait, c'était un schéma sur les lipoprotéines, donc qui est assez long à faire, on va dire, mais qui demande beaucoup de compréhension. Et forcément un peu de par cœur, hein, comme d'hab. Donc on va commencer avec l'entérocyte, là, le truc marron que j'ai dessiné. On va avoir une arrivée des lipides par voie intestinale. Dans ces lipides, on va retrouver du cholestérol, des phospholipides, des acides gras. Ils vont être absorbés par tout un tas de mécanismes qu'on a vu en digestif et qu'on a revu aussi un peu en métabo, que j'ai pas détaillé ici. Pour tout ce qui est acide gras à plus de 12 carbones, je crois, plus cholestérol et quelques phospholipides, ça nous fait une petite soupe de lipides qu'on va mettre à l'intérieur des kilomicrons. Ces kilomicrons, ils vont passer par le vaisseau chylifère, puis rejoindre les voies lymphatiques jusqu'à rejoindre les voies veineuses, et ainsi pouvoir se répandre au niveau systémique. Donc les kilomicrons, ils vont être marqués par une apolipoprotéine qu'on appelle B48, et le B48, ça va être un marqueur de lipides, d'apolipoprotéine exogène qui vient de l'alimentation. On a aussi la polypoprotéine E, et la C2 en fait, elle est donnée par les HDL. Les HDL, c'est les plus gentils de l'organisme, donc ils donnent tout, ils sont là pour nous mettre bien. La C2, elle va être du coup la coenzyme de la lipoprotéine lipase qu'on voit ici et qui va dégrader, on va dire, petit à petit les kilomicrons pour absorber tout ce qui est acide gras, triglycérol, cholestérol, un peu tout ça. Et ça va être surtout au niveau du tissu adipeux et du tissu musculaire, mais il peut y avoir aussi d'autres endroits où on peut absorber des lipides. Une fois que ça s'est fait au niveau systémique, il va plus rester grand chose dans nos kilomicrons et ça va devenir des fantômes de kilomicrons. Ces fantômes-là, ils vont être reconnus par le foie via la polypoprotéine E. Donc E, elle permet la reconnaissance de manière générale. Ces fantômes-là, ils vont être du coup incorporés dans le foie, et le foie maintenant, il va produire les VLDL avec des marqueurs d'apolipoprotéines endogènes cette fois-ci, et pour l'endogène, c'est le B100. Il va impacter ces petits lipides dans ce qu'on appelle les VLDL, donc Very Low Density Lipoprotein. Very Low Density, donc c'est très peu dense, ça veut dire qu'il y a un gros volume, on va dire. Donc c'est les plus grosses gouttelettes de lipoprotéines. Il va y avoir l'AC2 encore, puisqu'il va y avoir une dégradation des lipoprotéines lipases, qui est toujours donnée par les HDL. L'AB100, comme je vous ai dit, le marqueur endogène. Et l'A4, donc c'est un acronyme, je ne vais pas vous refaire toutes les lettres, mais en gros, elle est inhibée par les acides gras saturés. Elle était présente aussi au niveau des kilomicrons, et elle va permettre l'estérification du cholestérol, donc ça va diminuer le taux de cholestérol libre, et donc augmenter le nombre de récepteurs LDL,
et donc diminuer le taux de LDL plasmatique. Ce mécanisme-là, si vous n'avez pas tout à fait compris, on va le revoir juste après quand on va parler des LDL. Donc du coup, pour revenir à l'inhibition des acides gras saturés, en définitive, si on a trop d'acides gras saturés, on va avoir un taux de plasmatique de LDL qui va augmenter. C'est aussi simple que ça. Donc les VLDL, un peu à l'image des kilomicrons, ils vont circuler, ils vont se faire dégrader par la lipoprotéine lipase avec sa pote, l'AC2. Une fois qu'ils ont été dégradés, donc ça va être les lipoprotéines à densité intermédiaire, toujours marquées par la polypoprotéine E et la B100. Une fois qu'ils vont se dégrader encore ceux-là, ça va être les LDL cette fois-ci. Donc à chaque fois que ça change de nom, VLDL, IDL, LDL, ça diminue en taille puisque la densité augmente. Ces LDL maintenant, ils vont avoir deux possibilités. Soit ils vont être recaptés par le foie pour soit bêta-oxydation ou alors refaire du VLDL. Soit ils vont être captés en périphérie par différentes cellules. Donc cette captation-là va faire qu'il y aura une entrée de cholestérol à l'intérieur de la cellule. Ce cholestérol, il va inhiber le facteur de transcription SREBP2. Ce facteur de transcription nucléaire, en fait, il a un effet de recyclage du récepteur, on va dire. Donc il est inhibé quand il y a trop de cholestérol dans la cellule, et donc quand il y a trop de cholestérol, le récepteur il va pas être recyclé, donc il y aura moins de récepteurs au LDL à la surface. S'il y a moins de récepteurs au LDL à la surface, il va y avoir une augmentation de LDL plasmatique. Donc ça rejoint ce que j'expliquais avec l'A4. Au niveau des récepteurs scavenger, on n'a pas cette downregulation. Ouais, je suis un petit peu anglais. Ces récepteurs scavenger-là, ils sont présents au niveau des macrophages et des foies, et c'est eux aussi qui sont en partie responsables du phénomène d'athérosclérose. Pour revenir du coup à nos LDL, donc ils sont captés, comme on a vu, par les cellules au niveau périphérique, et ils vont aussi continuer à être dégradés. Et ça, à force d'être dégradés, ça va permettre de former les HDL. Donc les HDL, d'abord, ils sont pré-HDL, ils sont au niveau de la membrane des cellules et tout ça, ils ne sont pas produits par le foie. Ces pré-HDL, ils vont devenir HDL discoïdal en captant un petit peu de cholestérol libre et de phospholipides. Il va capter un petit peu plus de cholestérol libre pour se transformer en HDL3, qui sera du coup un peu moins discoïdal. Ce HDL3, il va fixer la polypoprotéine A1, et du cholestérol libre encore, et cette apolipoprotéine A1, elle va permettre une bonne architecture de nos HDL, et elle va stimuler aussi la L4. Donc la L4, c'est celle qui permet, comme la A4, d'estérifier le cholestérol, mais cette fois-ci au niveau du HDL, et pas des kilomicrons ou des VLDL. Une fois qu'on a tout ça, les HDL3, ils se transforment en HDL2, donc ils ont toujours la polypoprotéine A1, et c'est HDL2, donc ça c'est le bon cholestérol, on va dire, le cholestérol qui est présent dans les HDL c'est le bon, et celui qui est dans les LDL c'est le mauvais. On a vu pourquoi, puisque quand il est capté dans les cellules, il y aura une downregulation qui fait qu'il n'y aura pas de recyclage des récepteurs, et donc une augmentation du taux plasmatique de LDL. Donc le HDL, il peut être recapté, il est riche en cholestérol estérifié, donc ça c'est du cholestérol qui est moins mauvais que le cholestérol libre. Ce cholestérol estérifié, il peut être recapté par le foie, soit pour rentrer dans les membranes, soit pour créer des selles biliaires. Il peut aussi, ce cholestérol estérifié, être recapté par les VLDL. Donc ça, c'est via l'intermédiaire de la CEPT. Je crois que c'est en gros cholestérol estérifié protéine transférase. Et donc, le bon cholestérol, il va être redonné aux VLDL, qui sont les grosses molécules et qui sont pas très bonnes pour la santé. Donc ça va engendrer une diminution de cholestérol présent dans les HDL, le bon cholestérol, et une augmentation du mauvais cholestérol. Et juste pour info, plus la lipoprotéine lipase est lente, et plus les HDL vont capter de cholestérol et vont être plus gros et vont activer la CEPT. La lipoprotéine lipase, elle peut avoir une activité enzymatique plus rapide par l'intermédiaire de l'activité physique. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont sédentaires sont plus sujettes à développer un tissu graisseux important. Donc voilà, ici je vous ai juste rappelé la B100 lipoprotéine endogène et la B48 lipoprotéine exogène qui vient de l'alimentation. Voilà l'équipe vidéo un peu plus longue parce que c'est quand même le module le plus gros de Scadry, peut-être même de l'année. J'espère que c'était pas trop compliqué à suivre parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. C'est aussi un module où il y a pas mal de schémas, que ce soit en métabo ou en endo,
Et même si c'est des schémas dégueulasses, je pense que c'est intéressant de les refaire au brouillon ou quoi, juste pour travailler un petit peu la mémoire visuelle et la mémoire motrice, puisque rien que de faire le schéma, bah, ça nous permet de nous remémoriser après quand on sera devant la QO, de se dire ok j'avais fait ça comme ça et tout ça. Et juste les schémas, c'est un moyen aussi d'alterner avec, si vous étudiez sur une synthèse, que ce soit à l'ordi ou papier, juste du texte avec deux trois schémas déjà tout faits. Ça permet de faire des coupures, mais c'est pas vraiment des coupures parce qu'au final, ça vous aide à retenir la matière d'une meilleure manière. Donc voilà. Ciao l'équipe, j'espère que ça vous a aidé comme d'hab, et à très vite. Ciao ciao.